Poutine, manifestement, je disais toujours, même tout à l'heure, même pas mal, c'est un peu ce qu'il a dit il y a quelques heures, justement, au sujet des sanctions occidentales. Écoutez. Nous pouvons maintenant affirmer avec confiance qu'une telle politique de sanctions envers la Russie a échoué. La stratégie de la guerre éclair économique n'a pas fonctionné. De plus, les initiateurs eux-mêmes ne pouvaient pas échapper aux sanctions. Je parle de l'inflation et de la croissance du chômage et de l'aggravation de la dynamique économique aux États-Unis et dans les pays européens. Alors Anastasia Kirilenko, du coup je suis partie tout de suite à l'Élysée, j'ai pas fini de vous présenter. Vous avez co-réalisé un documentaire qui s'appelle Poutine le parrain. Vous connaissez bien la façon de fonctionner de Vladimir Poutine. Quand il fait ce genre de déclaration, déjà il s'adresse à qui ? Il s'adresse bien sûr à la population russe. Ce discours que les sanctions sont bénéfiques pour la Russie, mais s'il vous plaît, annulez les sanctions, ça dure depuis 2014, depuis l'annexion de la Crimée. Donc il n'y a pas quelque chose de très nouveau là-dedans. Bien sûr, l'économie russe souffre. Ils ont fait quelques modifications. Par exemple, le système de paiement à l'intérieur du pays a été développé déjà il y a quelques années. Et maintenant, les cartes Visa ne marchent plus, mais ils sont passés à ce système national. Mais globalement, c'est une grande incertitude. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on lit des papiers qui disent qu'il y a un certain nombre d'entreprises, de nombreuses entreprises qui ont dû mettre la clé sous la porte déjà en Russie. Il y a surtout, les entreprises généralement sont exploitées par les oligarques qui, eux, bien sûr, souffrent aussi des sanctions personnelles et ils sont pas contents et ils essaient de faire quelque chose, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose qu'ils peuvent faire aussi avec Poutine. Oui, bien sûr. Ce qui est très intéressant, c'est que dans la rhétorique de Vladimir Poutine, il dit la guerre éclair économique a échoué. Il n'y a jamais été question de blitzkrieg économique. La question, c'était d'ailleurs, on le disait théorie nous-mêmes, des on disait sanctions, ça va prendre du temps. Elle s'inscrit toujours dans la longue durée. Ouais. Bon, il est vrai que, mis à part l'exception notable de l'Afrique du Sud et du régime d'apartheid, il y a très peu de systèmes politiques qui sont effondrés à cause des sanctions. Il n'en demeure pas moins que c'est un effort de longue haleine, que effectivement, tant qu'on ne touchera pas au pétrole et au gaz, ce sera sans doute homéopathique. Mais j'observe un autre phénomène. Lorsque je vais en reportage en Iran, j'ai eu la chance d'y aller à très nombreuses reprises ces dernières années, j'ai vu l'évolution sur 10 ans. Il y a 10 ans, on nous disait les sanctions américaines, européennes, etc., c'est du pipeau. Et non seulement ça ne fonctionne pas, mais ça renforce notre inventivité, notre capacité à trouver des ressources nationales, etc. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à connaître les diplomates iraniens, en tête à tête, ils me disaient mais bien sûr que les sanctions nous écrasent, bien sûr qu'on va en sortir. Et si on va discuter à Vienne d'un éventuel accord nucléaire, c'est parce qu'on n'en peut plus, on étouffe. On est exactement dans la même logique ici. C'est pas un hasard si la Russie et l'Iran ont été des alliés qui ont volé ensemble au secours de Bachar al-Assad. Ça fait comprendre aussi que ça prend du temps. Parce que bien sûr, ça ne peut jamais être dans l'instant. Donc je disais tout à l'heure, format Quint, là, en ce moment, donc vous avez vu les images, c'est en ce moment. On peut se demander ce qui se prépare. Vous avez évoqué le gaz et le pétrole. C'est un peu ce que disait Bruno Le Maire ce matin à la radio. Je vous propose d'écouter ce qu'il disait, le ministre de l'économie. Je vous fais réagir juste après. Quand vous voyez ce qui se passe dans le Donbass, plus que jamais, il est nécessaire d'arrêter les importations de pétrole venues de Russie. Donc le président de la République le dit depuis des semaines. C'est ce qui se prépare, monsieur le ministre ? Mais bien sûr que c'est ce que nous préparons, je ne le cache pas. Le président de la République a été très clair depuis plusieurs semaines pour dire que nous essayons de convaincre nos partenaires européens d'arrêter l'importation de pétrole venu de Russie. Quelle est la première source de devises depuis plusieurs années pour le pouvoir de Vladimir Poutine ? Ça n'est pas le gaz, c'est le pétrole. Donc arrêter l'importation de pétrole de Russie, c'est faire mal au financement de la guerre en Ukraine pour le pouvoir russe. Alors, première chose, Catherine, il dit le pétrole, c'est la première source de devises en Russie. Vrai ou pas vrai ? Oui, effectivement, mais le gaz est quand même évidemment fondamental aussi. Mais on comprend pourquoi ils parlent plutôt du pétrole que du gaz, parce que notamment, évidemment, les Allemands, si on leur demande demain d'arrêter les importations de gaz, ils savent que leurs entreprises vont se retrouver à l'arrêt. D'autant que Olaf Scholz, quand même, commence à être déstabilisé à cause de ce conflit en Ukraine, et qu'il y a beaucoup de membres de son parti qui sont montrés du doigt pour avoir été un peu trop
proche du Kremlin. Donc, il ne va pas rajouter à cette déstabilisation en décidant du jour au lendemain, justement, d'arrêter l'importation des hydrocarbures. L'autre problème dont on parle beaucoup moins concernant cette crise ukrainienne et son retentissement, c'est sur les pays pauvres. Et notamment, là, il y a le programme alimentaire mondial qui a tiré un peu la sonnette d'alarme en parlant, par exemple, d'un pays comme la Sierra Leone, où les gens déjà vivent avec moins de 2 euros par jour. Et là, ils ne peuvent absolument pas faire face à l'augmentation du carburant, de la nourriture. Il y a commencé à y avoir des émeutes qui ont été réprimées. Donc, c'était un peu le scénario catastrophe dont on avait parlé exactement il y a quelques temps. Et là, je pense que le danger, c'est un des dangers aussi de cette crise en Ukraine dont on parle moins, mais qu'il faudra vraiment surveiller de près parce que ça peut être... le secrétaire général de l'ONU avait parlé d'un ouragan de famine qui risquait de s'abattre sur la planète. Et là, ça commence à être le cas. Mais concernant le pétrole, si effectivement le pétrole est la première source de revenus, première source de devises, dit le ministre de l'économie, qu'est-ce qu'on attend puisqu'on dit on pourrait se passer du pétrole russe? Passons-en nous, non? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent décider ça cet après-midi? C'est le problème des conséquences sur les populations locales. Non, mais là, en l'occurrence, c'est vrai que Vladimir Poutine joue sur du velours. Il sait très bien la vulnérabilité des sociétés, alors occidentales d'une part, des sociétés des pays dits en voie de développement d'autre part, et il sait aussi qu'il y a deux échelles temporelles qui sont totalement incompatibles. L'échelle temporelle de l'Ukraine aujourd'hui et de sa survie, c'est l'urgence. L'unité de valeur, c'est la journée. Et de l'autre côté, l'efficacité au long cours des sanctions, ça se mesure en mois et plus souvent en années d'ailleurs, sur les questions d'énergie. Et on n'est pas prêt. Encore une fois, on peut engager des processus, on peut accélérer ce qui a été entrepris sur les énergies alternatives, mais on ne peut pas évidemment basculer d'un dispositif à l'autre comme ça la nuit prochaine. Et ça, il le sait. Ça, c'est vrai que c'est une fragilité.